Bonsoir. Je ne vais pas être très long dans les remerciements, mais vous dire simplement que c'est un grand honneur pour moi d'ouvrir cette soirée et un grand plaisir de voir qu'il y a ici tellement de monde. Et bien entendu, je remercie tous ceux qui rendent possible ce genre de conversation, de prise de parole et d'audience. Voilà. Ma conférence s'appelle « La donation du lointain ». Et donc, elle porte sur la question de la limite et plus précisément sur la façon dont le seuil renverse la limite, d'une certaine manière. Il y a, dans la légende de la fondation de Rome, telle qu'elle est reprise par Plutarque, une formidable installation de la différence entre ce qu'est la limite et ce qu'est le seuil. Cette légende établit en effet que pour fonder sa ville, Romulus, agissant en fait dans le droit fil d'une tradition étrusque, aurait, avec sa charrue, tracé pour la délimiter un sillon en forme de cercle, mais en soulevant le socle aux endroits où il pensait qu'il devait y avoir une porte. Je laisse de côté d'autres éléments de la légende pour me concentrer sur ce qui, dans la fondation de la ville, décide de la limite et de son interruption. La porte et donc, avec elle, le seuil. La porte est l'interruption de la limite. Tandis que du côté de la limite, qui, dans ce cas de figure, est aussi, bien entendu, le rempart, on bute contre un mur, touchant ainsi à l'infranchissable et à l'interdit. On se retrouve au contraire avec ce qui fait seuil, du côté de ce qui ajointe un dedans à un dehors. Sans ce dehors, et tel est le sens de la création des portes dans le récit romain, sans ce dehors, le dedans ne pourrait pas vivre. Si elle prend forme comme la décision d'une limite, la vie, pour exister, doit pourtant maintenir avec le monde où elle naît, avec le monde qui l'entoure, une relation d'interdépendance. Par-delà la porte, qui est le terme générique valant pour tout ce qui libère un seuil, existe toute une série de dispositifs spatiaux ayant la même fonction. À la porte qui marque l'entrée de la maison ou de la ville, il faut ajouter en effet ces seuils domestiques que sont la porte-fenêtre et la fenêtre elle-même, le perron, le palier, le balcon et ainsi de suite. Tandis que pour l'espace urbain proprement dit, par-delà l'arc de triomphe ou l'arche monumentale, qui allégorise sur le plan civique le rôle du seuil, nombreuses sont les aires qui fonctionnent comme des paliers ou des sas permettant de passer d'une partie de la ville à un autre, d'un quartier à un autre. En un sens, on pourrait même, c'est important, considérer l'ensemble du réseau viaire, l'ensemble des rues, des ruelles, des places, et de tout ce qui rend possible les circulations intérieures à la ville. On pourrait considérer ce dispositif comme un dispositif de production d'effets de seuil. Il ne veut pas. D'une porte ou d'une fenêtre, on dit en français qu'elle donne, mais peut-être c'est mieux si vous fermez l'ordinateur, parce que en appuyant dessus, j'arrive pas à le bouger du tout. Oui, ça me gêne. Voilà. D'une porte ou d'une fenêtre, on dit en français qu'elle donne sur tel ou tel point du paysage. C'est donc le critère visuel qui est seul à agir quand on emploie cette expression. Mais il reste qu'elle inscrit au sein de l'acte perceptif qu'elle désigne la dimension du don ou de la donation. Donner sur, c'est accueillir et recevoir ce qui est sous la vue. Quelque chose, un angle du monde, vient à nous, nous est donné. Le don peut être restreint. Par exemple, si la fenêtre ou l'ouverture donne, comme c'est parfois le cas, sur un mur. Mais il peut également être immense et aller jusqu'aux confins, jusqu'à l'horizon. Et c'est tout ce qui fait le prix, par exemple, des vues panoramiques, qui sont en effet comme des seuils distendus. Mais c'est
cette donation du lointain en laquelle le seuil rassemble et exalte sa fonction, il ne faut pas la limiter à de grandes plongées spectaculaires sur le paysage. Elle est en fait opérante aussitôt qu'il y a ouverture. Le proche, au lieu d'être assigné à résider en lui-même, peut être considéré comme le premier pas fait en direction du lointain. De proche en proche, le lointain vient à nous fait signe en ricochant. La donation, c'est ce qui vient ainsi. La donation, c'est ce qu'on accueille. Alors que dans donner à, l'acte du don est actif, dans donner sur, il est passif. Transformer cette réception passive en activité, on peut dire que c'est ce qu'a visé le philosophe allemand Walter Benjamin lorsqu'il a inventé la notion d'expérience de seuil, notion que je vais essayer ici de reprendre et d'étendre. Ce qu'elle propose, cette notion, c'est que le seuil, quel qu'il soit, au lieu d'être simplement aperçu ou franchi, soit pris en considération comme ce qu'il est, c'est-à-dire en tant qu'espace de transition, passage, suspens. Voici ce que dit exactement Benjamin. Il faut, dit-il, distinguer très soigneusement le seuil de la limite. Le seuil, dit Schwell, en allemand, est une zone, et plus précisément une zone de transition. Les idées de mutation et de transition, de passage d'un état à un autre, les idées de flux contenues dans le terme même de Schwellen, c'est le verbe gonfler, enfler, dilater, à la limite qui sépare purement et simplement et qui tranche dans le temps ou l'espace, Benjamin oppose donc le seuil qui relie, non pas à la façon d'une simple connexion automatique, mais comme une zone active ou un espace de pensée ou de pensivité à l'issue duquel on ressort transformé. L'expérience de seuil, comme il l'entend, est justement celle de ce passage, celle de la conscience que l'on y a d'être en train de passer. Et elle suppose une certaine durée, un temps que l'on pourrait caractériser comme celui d'une venue. La venue, c'est un mot qui a été réintroduit en philosophie par Jean-Luc Nancy, et je le dis parce que c'est un ami qui vient malheureusement de disparaître. La venue, c'est la donation. Et bien qu'elle soit au moins en droit constante, nous avons besoin de points d'accès pour qu'elle devienne opérante, pour qu'en effet, elle vienne, pour qu'en effet, elle nous arrive. Les seuils, pour autant qu'on les vive justement comme des expériences, deviennent de tels points d'accès. Mais l'expérience de seuil, Benjamin ne l'a introduite que pour regretter aussitôt sa disparition. Il a écrit, nous sommes devenus très pauvres en expérience de seuil. Telle est sa formulation. Pour la comprendre, nous devons forcément la resituer dans le contexte des années où il l'écrivit, soit les années 30 du siècle dernier, autrement dit l'époque même qui, en Occident en tout cas, aura été celle de la confiance narcissique dans le progrès technique, celle de l'exaltation, du dynamisme et de la vitesse, celle aussi en conséquence d'un rapport au temps vécu comme un montage accéléré d'instants séparés les uns des autres. Ce montage cut, comme on dit au cinéma, ce montage cut que le cinéma d'avant-garde accélérait encore, mais pour lui donner le sens d'un vertige, on peut l'opposer à tout ce qui, au contraire, pour rester dans la métaphore cinématographique, procède de la transition lente et de ce qu'on appelle le fondu enchaîné. Près d'un siècle plus tard, aujourd'hui, même si nous ne sommes plus du tout dans cet âge dont Charlie Chaplin, Charlot, entre autres, aura caractérisé la frénésie, notamment dans son film Les temps modernes, nous sommes aujourd'hui, d'une certaine façon, si l'on tient compte des quantités d'événements simultanés qui nous parviennent, des vitesses et des modes selon lesquels ils nous sont transmis, nous sommes dans un âge encore plus éloigné du temps dilaté de l'expérience, encore plus indifférent à l'intensification du travail de seuil que ne le fut celui dans lequel a vécu Benjamin. Nous aussi, et partout sur la terre, nous manquons de fondu enchaîné, nous manquons de continuum,
nous manquons le ralenti. La seule expérience de seuil dont Benjamin dit qu'elle était encore fréquente à son époque n'est pas en relation avec un dispositif spatial ou avec l'univers de la grande ville dont il était pourtant extrêmement familier. Elle est liée justement à la façon dont nous traversons le temps. Il en parle, c'est celle de l'endormissement, c'est-à-dire du passage du moment où nous passons de l'état de veille au sommeil. À ce seuil vespéral, on pourrait ajouter bien sûr celui du matin, celui du réveil, auquel Benjamin d'ailleurs a consacré lui aussi de nombreuses pages, notamment dans ses écrits autobiographiques. Qu'il s'agisse du matin ou du soir, la zone de transition est celle purement intime, purement personnelle, de ce qui nous advient quand on passe du jour à la nuit ou inversement. Et ce qui caractérise en premier cette zone, c'est justement le caractère progressif de son déploiement. C'est la façon dont elle laisse lentement venir à elle les contenus de la nuit ou du jour. Zone flottante, zone glissante, qui ne s'installe pas et qui exige pour être pleinement perçue, on s'abandonne à son mouvement. Mais cet abandon lui-même doit simultanément avoir la fonction d'une sorte de veilleuse, de veille. À son prix seulement est la possibilité de l'expérience. On peut franchir un seuil sans même s'en rendre compte. C'est ce qui arrive, par exemple, quand on tombe le sommeil et bascule sans transition dans la nuit, ou quand, à l'inverse, un motif impérieux vient en nous réveillant nous priver de cette longueur d'éveil dans laquelle, en règle générale, nous aimons ou aimerions nous enrouler. À ces deux moments, qui correspondent l'un et l'autre à ce qui, dans notre rapport au temps, ressortit directement à ce qu'on appelle le rythme circadien, le rythme jour-nuit, qui concerne non seulement les hommes, mais aussi tous les mondes humains, il convient d'ajouter quantité de petites sautes ou de légers suspens qui viennent interrompre le cours saccadé des micro-événements qui se succèdent et s'empilent pour former notre quotidien, même lorsque celui-ci semble d'abord régi par la répétition et la routine. Excusez-moi. Je pense ici à ces seuils inattendus et souvent de faible amplitude qui s'ouvrent malgré tout à la faveur d'une distraction ou d'un écart. Il va de soi que de tels écarts, donnant accès à un autre usage du temps, sont d'autant plus nombreux qu'on se les accorde et qu'on en cultive la possibilité. Et il va également de soi que les hommes ne sont pas égaux entre eux devant la possibilité qui se produise, puisque les logiques de rentabilité et de représentation qui régissent la vie sociale sont toutes orientées du côté d'un temps utile et comptable, d'un temps sans ouverture, qui n'est aucunement celui de sa propre venue, mais qui est celui d'un arrivage forcené. Cette différence dans la perception du temps entre ce qui libère des seuils et ce qui, au contraire, le comprime et l'accélère, peut être illustrée par la façon imagée, par la façon dont se comportent les sons. Dans l'univers sonore, l'équivalent du montage cut, ce serait la percussion, tandis que celui du fondu enchaîné, ce serait la résonance. Là où la percussion ou encore ce qu'en acoustique du bâtiment on appelle le bruit d'impact se comporte comme une attaque ponctuelle, la résonance agit, elle, comme une ligne qui serait à la fois celle d'une venue et d'un départ, d'un partir, celle d'un déploiement qui vient peu à peu en se retirant. Face à la percussion, ou à ce qui est assimilable à un impact, aucune venue ne peut surgir, ne peut venir, aucun seuil au fond n'est possible. À l'inverse, la résonance apparaît comme une dilatation de l'événement sonore. Dans la plupart des traditions, la musique se construit justement en enchevêtrement, la ponctualité qui percute et l'élongation qui étire. Mais c'est la résonance et elle seule qui peut être assimilée à une forme attentive, apte à produire un travail de seuil dans l'écoute elle-même. Il faudrait, et je n'en ai pas le temps, introduire ici la question du rythme, qui peut apparaître
via ces modulations comme un assouplissement de la percussion. Il faudrait aussi parler de danse, mais ce serait des développements trop longs. Mais je dois en rester à des considérations liées à l'espace et repasser du sonore au visible. Non seulement parce que c'est de là que nous avons commencé, c'est de là que j'ai commencé en évoquant le mythe de la fondation de Rome, mais surtout parce que c'est dans le rapport direct que nous avons avec ce qui nous entoure, avec le paysage, que la proposition que chaque seuil entoure se raffermit, et cela de façon concrète, immédiate, sensible, c'est-à-dire au fil du pas. Et cela que nous soyons habitants et comme tels habitués des lieux, ou simplement de passage. Tout paysage où il se trouve, y compris bien sûr le paysage modulé par la ville. Tout paysage est un état de choses qui s'étire dans une étendue et est construit d'objets, ou tout au moins d'accents. Dans cet immense catalogue d'espaces, seule la haute mer et les régions désertiques, qui ne sont rien d'autre qu'étendues, peuvent être directement rapportées à ce qu'à la suite du poète Rainer Maria Rilke, on a pu appeler l'ouvert. Mais à l'ouvert, n'importe quel fragment, n'importe quel angle du monde, quel qu'il soit, a un jour été versé. La venue ne vient que dans l'ouvert, et nous ne pouvons vivre que dans la respiration de cet accueil. Mais cet ouvert, ce grand ouvert, qui est ce sur quoi donne tout ce qui fait seuil, ce grand ouvert est de tous les biens et de toutes les ressources dont nous disposons, ce qu'il y a de plus menacé. L'ouvert, en effet, nous y sommes. Nous l'habitons, le parcourons, mais aussi nous l'occupons et même nous l'encombrons. Nous y avons tracé des chemins, disposé des maisons, puis des villes, quantité d'autres choses, et maintenant des banlieues, et les intervalles qui maintiennent les distances, tout en permettant à la transition entre le proche et le lointain d'être continuellement active, se réduisent continuellement. L'ouvert n'est plus seulement ce qui, en nous entourant, s'en va infiniment vers l'horizon et au-delà de lui, c'est aussi, et peut-être d'abord, une sorte de fourre-tout où les coexistences qui fondaient le lien des communautés humaines à leur environnement sont bouleversées et mises à mal quand elles ne sont pas détruites. L'une des caractéristiques de cet encombrement affolé est la réapparition de la limite et de l'infranchissable, et de la revendication de l'infranchissable. Dans un monde déstructuré et saturé, la tendance au repli sur soi, dont on voit les effets tous les jours, croît rapidement. Non seulement les seuils sont de plus en plus encombrés, mais ils deviennent invisibles, impalpables. Et le paysage, au lieu de pouvoir être vécu comme la tentative réitérée et sans fin corrigée, sans fin revue d'un accord entre l'homme et le monde, devient l'espace d'une accumulation sans principe qui a pour effet de brouiller les pistes et de détruire les liens et les appels. Certes, il ne s'agit là que d'une tendance, plus ou moins appuyée selon les circonstances, les lieux et les situations, et nombreux, par chance, sont encore malgré tout les appels du lointain qui nous parviennent, ponctuant notre existence, l'expérience de seuil encore possible. Ces expériences j'en ai étendu le registre bien au-delà de ce qu'avait décrit Benjamin, mais il me semble qu'en assumant le risque de prendre au pied de la lettre la notion de seuil qui revendiquait, et qu'en l'apparentant à des dispositifs spatiaux effectifs, je n'ai fait que suivre une indication donnée par celui qui aura été justement le penseur du passage. Non seulement en disant, bon, il a par exemple, l'ouvrage principal en allemand s'appelle Le Passage à Werk, c'est un livre sur les passages parisiens, mais il est symptomatique que Benjamin, le plus grand connaisseur de l'histoire de la construction de Paris au XIXe siècle, disent que le plus beau monument d'architecture de Paris, ce sont les passages. Donc, surtout pas des monuments, surtout pas des formes symboliques, surtout pas des formes monumentales, mais des dispositifs par lesquels on peut pénétrer dans la ville, par laquelle on pénètre son intimité. Mais surtout, il a aussi installé, il a insisté inlassablement sur la capacité de chaque instant, donc on revient au temps, de chaque instant à se distendre, aussi bien à partir du passé et là en tant que vestige,
que vers l'avenir en tant que présage. Et si présage. Toute sa pensée de l'histoire repose en effet sur cette double distension et sur la force de délivrance qu'elle produit. Et toute son expérience de l'espace peut être préparée à un repérage des lieux susceptibles de donner une forme vivante à ces pliages du temps. Ces pliages, ces seuils, ces suspens ou ces interruptions sont parfois comme de toutes petites incises et parfois au contraire ils confinent à un contact avec, pour reprendre une expression de Blaise Pascal, avec ce qui passe infiniment l'homme. En provenance du lointain et dans sa donation, il y a de simples clignotements, mais aussi, et c'est toujours bouleversant, des sortes de stases dont la résonance en nous se prolonge très longtemps. Et il peut même arriver que le bref et le distendu se rejoignent et coexistent dans la lueur d'un instant. C'est par exemple justement ce que raconte Marcel Proust dans Le Temps retrouvé quand il évoque l'espace extraordinairement mince par lequel une feuille venue du passé, ayant réussi à s'introduire dans l'épaisseur du présent, donne accès à une sorte de suprême évasion. C'est un peu de temps à l'état pur qui surgit inopinément et qui apparaît comme un vol stationnaire que le temps ferait au-dessus de lui-même. Parmi les effets de seuil, le furtif peut-être, mais aussi plus fréquent que celui auquel donne consistance la sensation du temps retrouvé, je voudrais évoquer, pour finir, ceux dont le langage, et plus précisément les noms, sont les agents. C'est-à-dire les moments où les noms, au fond, fonctionnent comme des images. Les images, et elles aussi, ça fait des développements, j'ai pris l'occasion d'en parler un petit peu hier à Casablanca, les images aussi, qui évidemment sont des dispositifs de seuil. Mais je reviens au langage. En effet, le pouvoir évocateur du nom, ou ce que l'on peut définir là aussi comme sa résonance, intervient dans le cours du temps comme une césure. Comme le promeneur qui se retrouve face à une ouverture inattendue du paysage et s'imprègne de son silence. Le lecteur ou celui qui écoute, alors même que son mouvement est plutôt de suivre l'ensemble de ce qui est dit ou écrit ou lu, peut, à l'apparition d'un mot, que c'est le plus souvent un nom, mais pas forcément, se détacher du discours et laisser retentir pleinement en lui l'éclair de sens que ce mot vient de faire surgir. Tout se passe alors comme si le mot devenait image, et comme si au registre courant de ce qui organise le sens comme signification, message, communication, s'en substitue un autre dans lequel le sens se met à agir comme pour lui-même. Et là encore, on pourrait parler d'une sorte de vol stationnaire du nom au-dessus du langage, vol qui n'a d'ailleurs souvent pas plus de durée que celui de l'oiseau, le faucon cresserelle, qui est connu dans la nature pour en être le champion. Chaque genre de littérature peut être dès lors décrit et caractérisé à travers le lien qu'il a avec cette libération du sens. Mais il arrive souvent aussi que ce décrochage survienne hors de toute organisation discursive, comme c'est le cas avec les noms de lieux, tels qu'ils nous sont livrés au hasard de nos déplacements, voire de nos lectures, que ces déplacements donc soient virtuels sur une carte, un plan, dans un livre ou réel, quand on se déplace effectivement dans l'espace, en voyage ou hors de l'histoire. Chacun d'entre nous a pu constater l'effet qu'a pu avoir sur lui tel ou tel nom de ville, de pays ou de rue, et cela qu'il y soit ou non allé, et que ce nom ait éveillé en lui des souvenirs ou une simple rêverie. Et là encore, si j'en parle, c'est grâce à Walter Benjamin, et c'est lui qui nous servira une dernière fois aujourd'hui de guide. Il a en effet notamment porté son attention sur la façon dont les noms de rues finissent par constituer dans les grandes villes, dont Paris est alors pour lui l'archétype, ce qu'il appelle un cosmos de langage. Et il y a pour nous aujourd'hui ici, un petit cadeau, puisque l'un des exemples que cite Benjamin est celui de la place du Maroc, à Paris. Par distraction, par mégarde, il situe celle-ci à Belleville, alors qu'elle se trouve en fait du côté de la place de Stalingrad. Mais peu importe. Je cite ce passage de Benjamin. Digressons sur la place du Maroc. La ville et l'intérieur, la ville et la campagne ne sont pas seuls à pouvoir s'entrecroiser.
De tels entrecroisements peuvent trouver une forme beaucoup plus concrète. Il y a, par exemple, la place du Maroc. Lorsque je la découvris un dimanche après-midi, ce triste amas de pierres avec ses maisons de rapport devint pour moi non seulement un désert marocain, mais aussi et surtout un monument de l'impérialisme colonial. La vision topographique s'entrecroisait en lui avec la signification allégorique. Peu après avoir retrouvé ce passage, je me suis rendu place du Maroc un dimanche après-midi également. Si l'immeuble de rapport auquel fait allusion Benjamin est toujours là, épousant en partie le cercle formé par la place, d'autres immeubles assez récents sont apparus. Et même si un olivier, cas vraiment exceptionnel à Paris, a été planté sur le terre-plein central, les lieux restent toujours plutôt tristes, peu dignes du pays qu'ils honorent. Mais pour que le bon allégorique évoque Benjamin ait été possible, il aurait bien sûr fallu que je ne sois pas prévenu et que le nom de la place vienne à moi comme une surprise. Au lieu que l'olivier fasse signe vers un lointain, il avait dès lors plutôt l'air d'un exilé. Ce lien entre tout ce qui produit cet effet de seuil et la surprise, le rôle de la surprise dans l'éveil du sens, ce serait là un autre sujet, une autre manière de laisser retentir ce que j'ai appelé la donation du lointain. Mais pour conclure cette brève ou trop longue, selon les goûts, excursion, je voudrais juste évoquer le pur envers de l'expérience que j'ai tenté d'illustrer. Ce sera un récit, il sera bref, le voici. Il y a de cela quelques années, j'avais été invité à participer à un programme d'accompagnement des prisonniers de la centrale de Douai, une prison située dans le nord de la France. Je saute les détails pour signaler seulement que les prisonniers auxquels j'étais censé m'adresser, auxquels je me suis adressé, étaient condamnés à de longues peines et que j'étais censé parler avec eux du langage. Ce fut une expérience pour moi bouleversante, que je ne développerai pas. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'à cette occasion, j'ai découvert, ou plutôt vérifié, qu'une prison est un endroit édifié, construit, calculé, pour qu'on ne puisse pas avoir depuis son intérieur le moindre contact visuel avec l'horizon. Entre l'endroit où l'on se trouve et le lointain dont l'horizon est la limite sans fin repoussée, aucun contact possible, aucune expérience de seuil imaginable par conséquent, aucun seuil. Il n'y a plus de seuil, sauf celui lointain, très lointain, de la porte de la prison qui s'ouvrira quand enfin le prisonnier sera libéré. L'horizon, dans la vie, donc hors de la prison, dans la vie courante, on ne peut certes jamais le rejoindre, mais du moins on peut le voir. Et dès lors, l'inatteignable est pour nous configuré. Il s'ensuit un appel et aussi une accalmie. C'est cela la donation du lointain, et vivre sans elle, ce n'est pas seulement lutter contre un mur, c'est côtoyer un abîme. Je vous remercie.